Tout est parti de là. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Ça, ce sont les extraits d'un documentaire tourné par Yann Moix en 2018 sur le séjour de Gérard Depardieu en Corée du Nord pour les 60 ans du régime. Quel était le projet? Selon Yann Moix, il s'agissait de fêter là-bas 2 anniversaires, celui du pays le plus fermé et celui du génie le plus ouvert. C'est comme 2 mégalithes que j'ai frottés l'un contre l'autre pour voir quelles étincelles ils allaient produire. C'était peut-être un projet un peu trop poétique car 6 ans plus tard, le film n'est toujours pas sorti. En revanche, certains rushs ont été publiés le 7 décembre dernier dans le magazine Complément d'enquête. Si jamais galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Cela a débouché sur une riche séquence médiatique. Même le président s'est positionné sur cette affaire. Il y a une chose dans laquelle vous ne me verrez jamais, ce sont les chasses à l'homme. Je déteste ça. Il s'agit de ça. Mais quand tout le monde tombe sur la même personne en disant pique-pendre sur la base d'un reportage. Sandrine Rousseau a contre-attaqué. Comment vous expliquez-vous ces propos du président de la République? Vous le qualifieriez comment? De masculiniste, de viriliste? Je pense qu'il est dans une masculinité toxique, ça j'ai pas tellement de doute, je m'en suis déjà exprimée là-dessus. Je pense qu'il fait ce que... Et en cela, il se rapproche des idées d'extrême droite, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas une place qu'il reconnaît à leur juste valeur. Bref, la totale, et du coup, il faut qu'on en parle. Pourquoi je considère que ça, c'est intéressant. Chaque fois qu'il ouvre la bouche, on dirait qu'il pète. Le genre de type qui est embarrassant. Quand on le croise, on n'a pas envie de l'écouter. Car il s'agit de l'illustration d'une de mes grandes idées. Les réseaux sociaux ont créé une situation qui ressemble beaucoup au contexte dans lequel la rhétorique a émergé. Les premiers traités de rhétorique sont apparus dans l'Athènes du 5e siècle avant notre ère, avec la première expérience de démocratie directe. Démocratie directe, cela voulait dire notamment que vous pouviez être amené à vous défendre en personne dans une cour de justice si vous étiez attaqué. Il n'y avait pas d'avocat pour vous représenter, l'accusateur parlait en premier, ensuite c'était votre tour, le public votait pour le plus convaincant et l'affaire était réglée. Si vous voulez un fameux exemple de ça, je vous renvoie au procès de Socrate. Accusé par un politicien de seconde zone et un mauvais poète d'être responsable de la décadence morale d'Athènes, Socrate a dû plaider sa cause. Fidèle à lui-même, il a tellement mis en boîte le public qu'il a été condamné à mort. Platon, le disciple de Socrate, était dans l'assemblée et il a rapporté la défense de son maître dans cet ouvrage. Tout ça pour dire que dans l'Antiquité, bien savoir parler en public était parfois littéralement une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, la justice est devenue une affaire de professionnels, on passe par des avocats pour se défendre et la décision revient à des juges professionnels. Mais avec les réseaux sociaux, vous avez maintenant un second système de justice, un tribunal populaire. Si on en revient à Gérard Depardieu, il y a bien une affaire judiciaire. Il a été accusé de V par Charlotte Arnoux et mis en examen depuis 2020. Et le complément d'enquête de France 2 intitulé « La chute de l'ogre » intervient juste après que Gérard Depardieu ait pris sa plume pour se défendre dans une lettre ouverte publiée dans les pages du Figaro. Nous allons analyser sa défense, mais d'abord, quelles sont les caractéristiques de la rhétorique du tribunal populaire? C'est très simple, en l'absence d'éléments matériels, les orateurs du tribunal populaire spéculent sur des faits et affichent leurs vertus. Comme on ne sait pas encore ce qui s'est passé, on va faire l'éloge ou le blâme du personnage incriminé, dans le but de faire passer des messages et de renforcer les valeurs de notre communauté. Là par exemple, on a un discours d'éloge. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et une absence de connaissance des faits. Non, mais j'ai vu les images, j'ai aussi entendu qu'il y avait des polémiques sur les mots qui étaient en décalage avec les images. Tout ça doit être... Non mais, les gens auront à en débattre. Vous vous méfiez des images que vous avez vues? J'entends ce qui a été dit par ailleurs et ce qu'il a dit. C'est ce qu'il dit qu'il ne parle pas d'une petite fille. Oui, voilà. Et là, on a un discours de blâme sans plus de connaissance des faits. Je préfère faire un grand détour pour l'éviter, parce qu'il sent un petit peu la merde et le vomi, dégueulasse. Et pourtant, même si ces discours ne reposent sur rien, ils auront leur importance car aucune décision de justice ne pourra réparer l'impact sur l'image du jugement du tribunal populaire.
En l'occurrence, je n'ai aucune envie de défendre Gérard Depardieu, et j'ai d'ailleurs analysé la décadence du personnage dans cette vidéo. Mais je veux avec vous analyser sa lettre de défense, car que vous vous comportiez bien ou mal, ou que vous soyez dans la zone grise, un jour, probablement, vous serez attaqué. Et si vous n'êtes pas prêt à affronter le tribunal populaire, vous serez coulé avant même que la justice institutionnelle ne se mette en marche. Ceci dit, passons à l'analyse. Je ne peux plus consentir à ce que j'entends, à ce que je lis sur moi depuis quelques mois. Je croyais m'en foutre, mais non. En fait, non. Tout cela m'atteint. Pire encore, m'éteint. Aujourd'hui, je ne peux plus chanter Barbara parce qu'une femme qui voulait chanter Barbara avec moi m'a accusé de viol. Je veux, enfin, vous dire ma vérité. Il faut bien trouver une manière de commencer, mais il y a là deux choses que je trouve peu judicieuses. La première, c'est qu'il met en avant ses sentiments, le fait qu'il est affecté. Ça, c'est quelque chose qu'on partage avec ses amis, pas avec l'espace public. Je comprends ce qu'il veut faire, il cherche à s'humaniser. Mais ceux qui sont contre lui s'en moquent, et ça ne va pas faire changer d'opinion aux indécis. S'il veut obtenir du soutien, il devrait donner de bonnes raisons de le soutenir. Le lynchage que je subis aujourd'hui pourrait un jour vous arriver, et si je me défends, ce n'est pas pour moi, c'est aussi pour vous. Une bonne manière de convaincre, c'est d'identifier ce qu'il y a de commun dans notre cause. Et au-delà de ça, vous persuader que vous vous battez pour quelque chose de plus noble que votre cas personnel va vous motiver. L'autre chose que je trouve peu judicieuse dans ce passage, c'est le « ma vérité ». Parce que si tu es innocent, tu te bats pas pour ta vérité, tu te bats pour la vérité. Et là, je vais sûrement me faire incendier dans les commentaires, mais si tu n'es pas innocent, essaie au moins de faire semblant. Jamais, au grand jamais, je n'ai abusé d'une femme. Faire du mal à une femme, ce serait comme donner des coups de pied dans le ventre de ma propre mère. Là, on a donc un travail de restauration de l'éthos. Le problème, c'est que ce n'est que du déclaratif. Si vous faites ça, vous devez avoir à l'esprit la manière dont on écrit un CV. Affirmation, preuve. J'ai l'esprit d'équipe, c'est moi qui étais le capitaine de l'équipe de football du département de comptabilité. Une femme est venue chez moi une première fois, le pas léger, montant de son plein gré dans ma chambre. Elle dit aujourd'hui y avoir été violée. Elle y est revenue une seconde fois. Il n'y a jamais eu entre nous ni contrainte, ni violence, ni protestation. Elle voulait chanter avec moi les chansons de Barbara au cirque d'hiver. Je lui ai dit non, elle a déposé plainte. On passe maintenant à la narration, la partie du discours qui relate les faits incriminés. Je comprends le « une femme » car il évite d'être trop précis pour que son discours ne se retourne pas contre lui. Mais ce passage est trop évasif, presque poétique pour être crédible. Ce qui est convaincant en revanche, c'est qu'il trouve un mobile pour son accusatrice. C'était une vengeance. C'est une bonne stratégie d'attribuer des intentions aux accusateurs, mais vous avez intérêt à avoir des éléments pour tenir votre position, parce que si vous cherchez à faire passer la victime pour le coupable et que ça ne repose sur rien, ça va vite se retourner contre vous. Alors, me dit-on, elle était sous emprise. Mais on est tous sous emprise. Moi-même, je suis sous emprise. Mon ADN, la famille, la société, l'argent, le spectacle, l'alcool et le cinéma qui ont fait de moi une nature. Si elle était sous emprise, c'était sous sa propre emprise. Elle n'a jamais été sous mon emprise. Là, c'est intéressant de s'attaquer à cette notion d'emprise, précisément parce que c'est une notion floue qui peut être invoquée par l'accusation en l'absence d'éléments plus matériels pour établir qu'il n'y avait pas de consentement. Mais je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, il ramène la chose à lui. Il aurait dû précisément chercher à démontrer que emprise, c'est une notion floue qu'on ramène quand on n'a rien de plus solide. J'ai été, durant toute ma vie, débordant, parfois grossier. J'ai fait souvent ce que personne n'ose faire, tester les limites, bousculer, certitudes, habitudes, et sur un plateau, entre deux prises, entre deux tensions, rire, faire rire. Si, pensant vivre intensément le présent, j'ai blessé, choqué, qui que ce soit, je n'ai jamais pensé à faire du mal, et je vous prie de m'excuser de m'être comporté comme un enfant qui veut amuser la galerie. Je trouve encore une fois que ce passage aurait pu être mieux exécuté. La première chose, c'est que ça ressemble à une diversion. Il s'écarte de l'affaire pour parler de lui plus généralement. Et je pense que plutôt que de monter en généralité, il aurait dû monter en universalité. Il aurait dû partir sur quelque chose du genre « ce procès, au fond, c'est le procès de la liberté. C'est un prétexte pour renforcer un ordre moral qui emprisonne quiconque ose, etc. » Là, tu aurais pu ramener du monde à ta cause. Mais non, il est auto-centré. Mais je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. Je suis juste un homme. Mais je suis aussi une femme qui chante et qui chante une femme, Barbara. Voir concert après concert, des extrémistes sans regard, brandir des pancartes calomnieuses, souiller, vandaliser, interrompre en hurlant les chansons de Barbara. Cette femme hautement féministe, c'est l'enterrer à nouveau.
Désormais, je ne peux plus faire entendre ma voix. Au tribunal médiatique, au lynchage qui m'a été réservé, je n'ai que ma parole à opposer. Ça a une certaine allure, mais je trouve, encore une fois, qu'il tape à côté. Je comprends qu'il ait envie d'apparaître comme un être complexe après avoir été caricaturé, mais il est engagé dans un combat, et je ne crois pas qu'il va amadouer ses adversaires ou rallier à sa cause en essayant de se bricoler une image de féministe. Bien sûr, vous pourriez avoir une autre lecture de la stratégie de Gérard Depardieu, je vous invite à la partager dans les commentaires, mais j'espère que cette analyse a au moins aiguisé votre regard rhétorique. Évidemment, le meilleur moyen d'échapper au tribunal populaire, c'est de s'efforcer d'être quelqu'un de bien. Mais le bien et le mal, ça peut vite changer. Apprenez donc à vous défendre, on ne sait jamais. Et bien voilà, chers amis, il s'agissait du dernier épisode de Parle pour cette année. On va se retrouver en janvier pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Pour faire un petit peu le bilan de l'année avec vous, c'était frustrant sur cette chaîne YouTube, j'ai trouvé cette année, parce que le modèle que j'avais a cessé de fonctionner, à savoir consacrer du temps pour faire des vidéos bien écrites, bien montées. Il y a aujourd'hui une telle prime aux vidéos qui réagissent immédiatement à l'actualité que c'est plus possible en fait de travailler comme ça. YouTube me classe comme une chaîne de news, mais qui réagit 3 jours, 5 jours, 6 jours après les affaires, quand plus personne n'en a rien à faire. Donc je suis en train aujourd'hui de trouver un équilibre entre mon envie de faire des vidéos, de faire des belles vidéos, avec un peu de montage, avec un peu de réflexion sur la synchronisation de la musique, des images, des effets, et puis surtout avec des beaux textes. Je conçois mes vidéos comme des textes, mais d'un autre côté je dois également travailler à la réactivité parce que c'est ça qui fonctionne, et vous le savez peut-être, YouTube ce n'est qu'une partie de mon activité, et donc je peux pas me permettre de consacrer trop de temps à des choses qui risquent de ne pas marcher. Là j'ai trouvé un compromis en réduisant considérablement le temps que je consacre à la préparation de ces vidéos, et la manière dont j'essaie de m'organiser, c'est de faire les développements théoriques, donc tout ce qui relève de l'approfondissement, tout ce qui relève du cours de rhétorique, ça arrive dans les articles que j'envoie plusieurs fois par mois aux membres de mon cercle des orateurs, donc inscrivez-vous si vous voulez aller plus loin en rhétorique, et mon objectif ce serait de créer un cercle vertueux entre ce travail de fond que je fais pour vous écrire ces articles, et des réactions qui se nourrissent de ce travail de fond, ce qui devrait me permettre de vous dire des choses qui sont intéressantes et pertinentes, tout en étant réactif à l'actualité. Pour l'année prochaine, on devrait avoir une année rhétorique assez riche, parce qu'il va y avoir les élections européennes, donc on devrait avoir quelques beaux débats. J'analyserai évidemment ça avec vous. J'ai bien aimé analyser le débat Panot-Maréchal. Vous voyez, la vidéo elle est pas géniale, hein. Honnêtement, c'est une vidéo qui est passable, mais j'ai pris du plaisir à regarder le débat en prenant des notes, avec la volonté de réagir le plus rapidement possible. Ça fait partie des choses que j'aime avec cette chaîne, et c'est ça qui me motive à continuer à faire du YouTube, c'est que je trouve ça très sympa d'être pris comme ça dans le flux de l'actualité, d'être sur la balle en quelque sorte, de participer à l'événement. C'est quelque chose qui me plaît, donc je pense qu'il y aura des occasions de faire ça l'année prochaine, et j'essaierai de faire des analyses de bonne qualité en faisant ce travail de fond sur la rhétorique et sur la dialectique pour avoir des choses à partager avec vous. Je vous rappelle donc que si vous voulez recevoir mes cours de rhétorique directement dans votre boîte mail, ça se passe dans mon cercle des orateurs. Vous avez juste à mettre votre mail ici et vous avez le lien sous cette vidéo. Et ce qui est sympa, et ça pourrait être un cadeau de Noël, c'est que dans le mail qui va vous donner accès à ce cercle des orateurs, vous avez la possibilité de rejoindre une de mes très bonnes formations pour une fraction du prix. Donc c'est la formation qui s'appelle les nouveaux Progymnasmata, et ce sont une série d'exercices antiques pour apprendre la rhétorique que j'ai restauré pour vous permettre de faire entendre votre voix, de pousser vos projets, vos produits et vos services sur la nouvelle agora que sont les réseaux sociaux. Je vous laisse maintenant avec 2 vidéos. Vous avez la vidéo que j'avais faite sur Gérard Depardieu. Je considère que c'est une des meilleures vidéos de ma chaîne, hein, donc allez la voir, je la dirai ce que vous en pensez. Et sinon, j'avais fait une vidéo sur le procès de Socrate, donc ça peut être aussi intéressant à regarder en complément. Ça fait partie des vidéos que tout le monde me demande mais que personne ne regarde, donc voilà, profitez-en que j'exhume cette vidéo pour entretenir votre culture rhétorique et philosophique, ça vous fera du bien. Prenez bien soin de vous, on se retrouve en 2024 pour de nouvelles vidéos.